Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Avant de commencer cette vidéo, petite information, beaucoup de personnes me demandent la date de sortie de mon hors-série sur la SS. Donc ce ne sera pas que un hors-série, il y a énormément de choses à dire sur la SS, donc je ferai ces mini hors-série sur la SS une fois que j'aurai fini la vie de Hitler. À l'origine, je devais le faire en 1939, juste avant la guerre, mais comme les vidéos vont être un peu trop longues, j'ai décidé de les faire entre la vie de Hitler et les Juifs sous le Troisième Reich. Cela fera une très bonne transition. Alors, pour commencer, dans la vidéo précédente, nous avons vu que le commandant de l'armée allemande a démissionné et que le risque de guerre a augmenté, et nous allons reprendre là. Pour ce mois de septembre, Henri Jamet, le peintre, dira dans une revue « Le catholicisme, malgré des difficultés et des frictions avec certains chefs nazis, continue là-bas sa mission divine. Dans les formations du parti nazi, il y a des catholiques pratiquants, et ils sont à la fois de bons catholiques et admirateurs fidèles d'Hitler, lequel d'ailleurs n'attaque jamais lui-même l'Église catholique. » Également pour ce mois de septembre, nouvelle visite du roi bulgare Boris III. Le 1er septembre, l'Italie interdit l'installation des Juifs et ordonne l'expulsion des Juifs arrivés après 1918. À cette même date, entrevue au Berghof entre Hitler et Heinlein, responsable des Allemands dans les Sudètes. Le 2 septembre, l'URSS propose à la France un plan commun pour protéger la Tchécoslovaquie. Paris s'en tient à son accord avec Londres sur l'apaisement. De ce que j'ai compris, ce n'était pas obligatoirement un accord militaire de défense extrême, mais cela aurait pu être de petits accords qui auraient mis la pression à l'Allemagne en se disant que une attaque de la Tchécoslovaquie aurait pu ouvrir deux fronts en même temps. Mais bon, cela ne s'est pas fait, avec les conséquences qui apparaîtront par la suite. En sachant que l'URSS voulait cet accord avec la France pour amadouer la Pologne et la Roumanie, pour qu'ils ouvrent leurs frontières, pour que des troupes soviétiques puissent pénétrer dans leur pays. L'URSS à l'époque n'a pas de frontière avec l'Allemagne et ils ont besoin de l'accord de ces deux pays pour faire entrer leurs troupes. La Roumanie et la Pologne refusent, ce qui fait qu'un accord avec la France aurait pu amadouer ces deux pays. Le 5 septembre, le président tchécoslovaque Beneš, sous pression britannique, convoque à Prague Ernst Kunt, un des adjoints de Heinlein, et se déclare prêt à satisfaire les revendications des minorités allemandes des Sudètes. À cette même date débute le rassemblement à Nuremberg sous le nom de Großdeutschland. Le 6 septembre, rapport français. Lettre personnelle du général Henri Dance. La situation est sérieuse. Je crois Hitler absolument décidé à faire un coup sur la Tchécoslovaquie. L'échéance pourrait être très proche. Le 7 septembre, à la demande de Hitler, Heinlein refuse la proposition de Beneš sous prétexte d'exactions commises par les Tchèques envers la population allemande. Alors, il y a vraiment eu des exactions contre la minorité allemande. Il faut dire que lors d'un de ses discours à Nuremberg, Hitler est très violent envers le gouvernement tchécoslovaque, ce qui provoque des révoltes dans certains endroits des Sudètes, que Beneš fait réprimer avec l'armée. Cet événement et le refus des propositions augmentent la tension dans toute l'Europe. À cette même date, la France envoie des renforts sur la ligne Maginot et l'Angleterre envisage de prendre des mesures désespérées aux dépens des Tchèques. Le 8 septembre, rapport français. L'attaché militaire italien à Berlin envoie son adjoint auprès de l'attaché français pour lui exprimer ses remerciements devant l'attitude de la France qui a décidé de ne pas prendre à la frontière italienne les mêmes mesures de précaution qu'à la frontière allemande. Le 10 septembre, dans un nouveau discours à Nuremberg,
Hitler menace de déclencher une guerre si les Sudètes ne sont pas restitués au Reich. Le 13 septembre, accord entre la France et l'Angleterre pour que la Tchécoslovaquie cède les Sudètes au Reich. Dans la foulée, Chamberlain propose une rencontre avec Hitler. Le message dit « Devant le caractère de plus en plus critique de la situation, je me propose de vous rendre visite immédiatement. Afin de tenter de parvenir à une solution pacifique, je pourrai venir par voie aérienne et serai prêt à partir de demain. » À cette même date, Heinlein rompt à nouveau les négociations avec le gouvernement tchèque, après que Hitler eut déclaré son soutien aux Allemands des Sudètes. Le gouvernement tchèque décrète l'état de siège. Le 14 septembre, le protocole d'une conférence interne de la direction de l'inspection générale du bâtiment notifie que Albert Speer a élaboré un plan pour libérer les logements nécessaires à la construction du Grand Berlin. S'il le faut, les Juifs en seront expulsés par la force. Après la guerre, Speer dira qu'ils n'étaient pas jetés à la rue, mais qu'ils étaient relogés. À cette même date, l'ambassadeur anglais Anderson contacte Göring pour lui demander d'appuyer la démarche de Chamberlain qui se propose à rendre visite à Hitler. Göring se met aussitôt en rapport avec Hitler qui est Oberhoft. Le 15 septembre, Chamberlain est reçu par Hitler. Göring n'est pas présent et il met tout en œuvre pour que Ribbentrop ne le soit pas également. Seul l'interprète Paul Schmidt est présent entre Hitler et Chamberlain. Alors, petite information, Hitler ne sait pas parler d'autres langues, mais il s'est déjà vanté auprès de ses secrétaires de les comprendre, comme par exemple l'anglais ou le français. Bien qu'il baragouine quelques mots, il ne peut pas tenir une conversation. Mais il dit qu'il comprend, mais qu'il utilise quand même un interprète pour pouvoir réfléchir à ce qu'il va répondre. Donc en gros, il utilise un interprète pour se faire gagner du temps, pour donner une réponse cohérente à son interlocuteur. Lors de cette rencontre, Chamberlain accepte le principe d'une autodétermination de la population des Sudètes et s'engage à soumettre aux autorités britanniques et françaises un plan susceptible de donner satisfaction à l'Allemagne. Chamberlain repart en promettant de revenir. Hitler profite pour prononcer de nouveaux discours hostiles contre le président tchèque et incite les Hongrois et les Polonais à réitérer leurs propres revendications sur le territoire tchèque. Entre-temps, le général Beck et le général Helder et plusieurs officiers de l'état-major allemand envisagent la destitution, voire l'élimination de Hitler pour éviter la guerre. Tenus au courant, les gouvernements français et anglais refusent de soutenir le projet. Le 16 septembre, le parti politique des Sudètes est interdit. Heinlein se réfugie en Allemagne. À cette même date, les propriétaires allemands sont autorisés à résilier les contrats de location consentis à des médecins juifs. Également à cette même date, Heinrich Rothmund, chef de la police helvétique en visite à Berlin, responsable de l'immigration, propose d'apposer le signe J sur les passeports et papiers d'identité des Juifs pour leur identification. Le 17 septembre, Heinlein crée le Freikorps des Allemands des Sudètes. Le Freikorps sera rejoint assez rapidement par des SA. Les Allemands des Sudètes n'ont pas d'entraînement et ils font un peu n'importe quoi. Le 18 septembre, Chamberlain présente à ses ministres et leurs homologues français un plan aboutissant à un transfert progressif de souveraineté sur toute la région des Sudètes. Les Français l'acceptent. Et sous les pressions anglo-françaises, les Tchèques acceptent à contre-cœur. Le 20 septembre, Hitler reçoit le Premier ministre hongrois Oberhoft. Le 20 septembre également, rapport français. Après les manœuvres de Prusse orientale, dîner au cours duquel un groupe d'officiers allemands excités par l'alcool développe entre eux le thème suivant. Les peuples qui ne possèdent plus de dynamisme voulu pour chercher à développer leur expansion au-delà de leurs frontières doivent disparaître. Cette conversation révèle un aspect brutal, inquiétant
et désespérant de la psychologie allemande. Le 22 septembre, Hitler rencontre une nouvelle fois Chamberlain, cette fois-ci à Bad Godesberg. Ribbentrop est également présent. Chamberlain lui annonce que la France et la Grande-Bretagne ont demandé aux Tchèques de céder. Hitler lui répond « Je suis absolument désolé, mais ce n'est plus acceptable ». Hitler pose des conditions nettement plus sévères. Hitler réclame le retour des Sudètes à l'Allemagne, de Teschen à la Pologne et de la Slovaquie méridionale à la Hongrie. Il ne saurait être question d'un transfert progressif de souveraineté. L'évacuation des Tchèques des régions peuplées majoritairement d'Allemands, des Sudètes, devra commencer au matin du 26 septembre et s'achever au soir du 28, après quoi les troupes allemandes occuperont la région. Göring dira « Je voulais être présent pour pouvoir courtiser Chamberlain. Mes manières conciliantes et mon aptitude à recevoir convenablement auraient beaucoup facilité les négociations. Le Führer était toujours inhibé en présence d'étrangers. Mais Ribbentrop m'a empêché d'assister à l'entrevue, par jalousie et par vanité. » Le 23 septembre, les Français et les Anglais rejettent la demande de Hitler. Mobilisation générale en Tchécoslovaquie. Le 25 septembre, le gouvernement tchécoslovaque rejette l'ultimatum des Allemands pour les Sudètes. Les tirs sont échangés à la frontière. La France mobilise son armée et l'Angleterre sa marine. Le 26 septembre, Hitler tient un discours devant 20 000 personnes au Sport Palace. Hitler accuse les Tchèques de rechercher la guerre, tout en disant que les Sudètes constituent sa dernière revendication territoriale. À cette même date, visite du Manchukuo, dirigeant de la Mandchourie, l'empereur Puyi, pantin des Japonais. Le 27 septembre, ultimatum allemand au gouvernement tchèque. Si les Tchèques ne donnent pas de réponse favorable le 28 septembre, c'est la guerre. La Yougoslavie et la Roumanie avertissent la Hongrie qu'elles ne toléreront pas une attaque contre la Tchécoslovaquie. Les États-Unis et la Suède menacent. À cette même date, les chrétiens protestants allemands se prononcent officiellement en faveur des projets de Hitler. L'Église confessante attaque de nouveau certains aspects du régime, ce qui a pour effet une nouvelle répression. À cette même date, les Juifs sont exclus des professions juridiques. Seul un petit nombre d'avocats est autorisé à conserver une clientèle strictement juive sous le nom de consultants en droit. Le 28 septembre, ordre de Hitler pour que 7 divisions soient prêtes à entrer en action contre la Tchécoslovaquie au 1er octobre. Le 28 septembre également, l'ambassadeur français François Poncet cherche à rentrer en contact avec Hitler. N'ayant aucune réponse, il passe par l'ambassadeur britannique qui passe par Göring, avec pour explication que Poncet a une nouvelle proposition à présenter et que la paix ou la guerre en dépendait. Göring, accompagné du secrétaire d'État von Neurath et du ministre des Finances Schwerin von Kreurig, persuade Hitler de recevoir l'ambassadeur français. Göring accuse Ribbentrop de pousser à la guerre. Et il aurait dit « Je sais ce que c'est la guerre, et je ne tiens pas à en connaître une nouvelle. Mais si le Führer m'ordonne de marcher, je serai personnellement dans l'avion de tête, à condition que Ribbentrop soit assis à mes côtés. » Beaucoup de témoins de l'époque, aussi bien du parti nazi que des Français, Anglais, etc., diront que Ribbentrop essayait de mettre de l'huile sur les feux, alors que Göring essayait d'apaiser la situation. Par la suite, Hitler finit par accepter l'entrevue avec François Poncet. François Poncet, une fois dans le bureau, déploie une carte sous les yeux de Hitler. Il lui explique qu'il ne pourra pas localiser le conflit, que s'il y a attaque sur la Tchécoslovaquie, c'est sur l'Europe entière que l'incendie s'allumera. Il demande à Hitler silencieux s'il veut se charger d'un tel opprobre, alors que ses revendications sont aux 3/4 satisfaits. Poncet dit que Ribbentrop a commencé à parler et Poncet lui a directement dit « Je ne m'adresse pas à vous, mais à Hitler seulement ». Ribbentrop se tut et Hitler continua d'écouter Poncet jusqu'au moment où un SS entra dans la salle et annonce que l'ambassadeur d'Italie
Attolico, venait d'arriver, porteur d'une communication urgente pour le chancelier. Les Anglais ont persuadé Mussolini de rentrer dans la danse. En tant que médiateur, le Duce considère que les points de désaccord sont relativement peu importants et qu'il serait sage d'accepter la proposition britannique et de renoncer à la mobilisation. Hitler répond « Dites au Duce que j'accepte sa proposition ». Le 29 septembre, les accords de Munich sont signés par l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, la France. Hitler a souhaité que les Tchèques ne soient pas représentés. Ling, le majordome, dira « Le 29 septembre 1938, à Munich, le Führer commit à l'évidence un impair en accueillant Mussolini, Daladier et Chamberlain à la table de conférence. Il s'installa à sa place avant que ses hôtes ne l'eussent fait. Cela pouvait aussi passer pour une démonstration de force maladroite. Peut-être était-il aussi trop énervé au point d'en oublier les usages protocolaires. Il était constamment assez tendu avant les réceptions officielles et il s'occupait alors des moindres détails, déterminant et vérifiant la disposition des fleurs, le plan de table, etc. L'architecte transparaissait alors toujours dans ces circonstances. Mais quand tout cela était réglé, il retrouvait son calme et maîtrisait souverainement chaque situation. Pour ce qui est de la réunion, elle dure 3 heures pour se mettre d'accord sur les différents points et 4 heures pour les garanties. Le plus long est la traduction en temps réel et la traduction et réécriture des documents à signer. François Poncet dira « Personne ne préside. Il n'y a pas de programme méthodique. La discussion non dirigée est pénible, confuse et traîne en longueur, gênée par l'obligation d'une double traduction. Elle change constamment d'objet. Elle s'arrête chaque fois qu'une contradiction se manifeste. L'atmosphère s'épaissit et s'alourdit. » Alors les traductions, c'est pour l'anglais et l'allemand. François Poncet parle très bien allemand et Mussolini parle très bien français, allemand, anglais. Donc les interprètes sont pour Hitler et Chamberlain. L'accord prévoit l'évacuation des Tchèques, des Sudètes, entre le 1er et le 10 octobre, avec autorisation pour les troupes allemandes d'occuper la zone dès le 1er octobre. Une commission internationale doit contrôler l'ensemble de l'opération. Les nouvelles frontières tchèques doivent être respectées. Les Français ont demandé à ce que les Tchèques qui quittent leur logement soient indemnisés, et je n'ai pas trouvé si les Tchèques ont reçu des indemnisations ou non. Le fait que les Sudètes rentrent dans l'Allemagne, cela représente 2,5 millions d'Allemands, en plus dans le Reich. La Pologne récupère en même temps que l'Allemagne la zone de Terschen, et la Hongrie récupérera le sud de la Slovaquie un mois plus tard. Pris de court par cet accord, les officiers d'état-major qui voulaient destituer Hitler sont contraints d'abandonner leur projet. Le 30 septembre, Daladier, de retour en France, est accueilli triomphalement par la foule. Il dira, semble-t-il, « Allez con s'il savait ». Chamberlain est également accueilli triomphalement en Angleterre, sous prétexte que la paix vient d'être sauvée. Churchill dira à Chamberlain « Entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous allez avoir la guerre. » Alors cela n'est pas le sens exact des propos de Churchill, mais cela résume très bien l'idée. Pour le gouvernement de Prague, l'accord de Munich est le choix entre le meurtre et le suicide, et l'abandon de leurs alliés. Albert Speer dira sur cette situation « Les gens voulaient être allemands partout où les peuples parlaient allemand, mais on ne leur en donnait pas le choix. Tout le monde attendait des pourparlers de paix, des traités, et que toute l'Europe serait réorganisée, comme elle l'avait été de nombreuses fois par le passé. » Cet événement a été éclipsé par la Seconde Guerre mondiale, mais en septembre 1938, l'Europe était au bord d'une nouvelle guerre mondiale. Et toutes les populations d'Europe craignaient un nouvel embrasement. Même la population allemande était contente des accords de Munich. Pas seulement parce qu'ils avaient récupéré les Sudètes, mais bien parce que les dirigeants s'étaient installés à table et avaient évité une guerre. Pour ce mois de septembre 1938, Goebbels nous dit énormément de choses
Il écrit quasiment chaque jour et c'est à chaque fois un peu plus d'une page. Donc je vais faire un résumé du résumé et je vais principalement parler de la crise des Sudètes et de ce qu'il peut dire sur les Juifs, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Alors, Goebbels nous dit « À midi, chez le Führer. Il m'expose son point de vue, il est tout à fait prêt. La brèche dans le dispositif fortifié à l'ouest est maintenant presque comblée. À la moindre provocation, il va résoudre la question tchèque. L'Angleterre restera sur la réserve, parce qu'elle ne dispose pas des moyens offensifs nécessaires. Et Paris fait ce que fait Londres. Toute l'affaire doit se dérouler au plus vite, sans prenant de grands risques que l'on obtient de grands avantages. Vilain incident de frontière avec la Tchécoslovaquie. On a tiré sur nos douaniers. Le tonneau de poudre est prêt d'exploser. La presse tchèque s'en prend de nouveau à nos compatriotes, surtout à Elaine, de la façon la plus abjecte. Il n'est pas difficile d'y voir une provocation. Par la suite, vilaine affaire avec Streicher. Il a fait rosser un journaliste, puis, tenu devant la presse, un discours extrêmement grossier, pathologique. Mussolini agit maintenant résolument contre les Juifs. Expulsion des Juifs étrangers, interdiction aux Juifs d'exercer toute fonction d'enseignante, cela déclenche des attaques insensées à son encontre dans l'ensemble de la presse internationale. C'est tellement stupide de la part des Juifs, cela va simplement le radicaliser. À Prague, la terreur continue contre les Allemands des Sudètes. Ils jouent dangereusement avec le feu. Par la suite, la pression sur Prague se renforce à Londres. Prague reparle d'un plan encore plus nouveau. Cela va être une fausse couche de plus. Reste que Prague est de plus en plus sur la défensive. Le rappel des réservistes en France alarme le monde entier. Nous publions là contre une déclaration très énergique. L'essentiel est maintenant de garder son sang-froid. La Hongrie introduit le service militaire obligatoire. Il était temps. Par la suite, à Prague règne le plus grand désarroi. On aimerait arracher une parole au Führer. Je reçois de Monaco une lettre mystique d'un certain Margrave Pallavicini, dans laquelle il est expliqué que l'Angleterre n'attaquerait pas en cas d'opération militaire de l'Allemagne. Je vais éclaircir cette histoire passablement obscure. Par la suite, notre émetteur de Vienne en tchèque est capté dans toute la Tchécoslovaquie. C'est un grand avantage pour nous, et dont l'effet est encore imprévisible en cas de conflit. Je fais rappeler par les autorités de son pays un juif hongrois qui travaillait comme journaliste à Berlin. Tous les journalistes étrangers juifs doivent peu à peu partir. Rapport sur la situation des ouvriers employés aux fortifications de l'Ouest. On relève certaines carences, spécialement pour les vêtements, la nourriture, le logement et l'assistance spirituelle. Je les fais aussitôt inventorier et supprimer. À part cela, l'affaire est en bonne voie. Les rumeurs alarmistes répandues par les oiseaux de mauvais augure se sont révélées totalement infondées. Heinlein me décrit le caractère du peuple tchèque de façon très intéressante et très claire. Ce peuple n'a pas de nationalité propre. Lui accorder un État est un pur et simple non-sens. Mais Heinlein pense que les Tchèques combattront avec acharnement jusqu'à un certain point, et que, de toute façon, ils finiront par s'effondrer complètement. Ryder m'explique les grands préparatifs que Londres a entamés avec sa flotte. C'est une sorte de mobilisation. À toute fin utile, pensent certainement les rusés anglais. En Tchécoslovaquie, les provocations continuent. Plus elles sont folles, mieux cela vaut pour nous. Roosevelt dément que l'Amérique se soit engagée à combattre les États autoritaires en cas de conflit en Europe. Mais qui peut se fier à ce genre de propos ? Grimm me décrit la situation en France. Respect fidèle des alliances en cas d'attaque provocatrice de notre part. Tout dépend donc de l'assaut initial. La guerre est aussi impopulaire que possible en France. Mais si elle éclate, la ferme résolution du peuple tout entier est assurée. Surtout en cas d'attaque du territoire français, qui ne figure absolument pas dans nos plans. Londres publie une déclaration très énergique. Elle attaquera si l'on recourt aux armes ou si l'on menace l'intégrité territoriale de la France. La déclaration n'est pas encore tout à fait claire. Elle me paraît pourtant menaçante et agressive. Mais rira bien qui rira le dernier.
Par la suite, l'écho du discours du Führer dans la presse internationale est vraiment stupéfiant. Ce n'est partout que peur, reculade, bonne parole et panique, comme je l'avais prévu, surtout à Londres et à Paris. Ni diffamation, ni position outrée. Les Allemands des Sudètes activent la révolution. Partout, manifestations géantes, rassemblements, état d'exception partiel. Les choses évoluent ainsi, comme nous l'avions souhaité. À Paris, Conseil des ministres. Prague proclame l'état de siège dans 5 districts. C'est parti. La terreur pragoise prend de plus en plus d'ampleur. Il en doit être ainsi. Celui que Dieu veut punir, il commence par le frapper de cécité. Déjà 9 morts de notre côté. En maint endroit, on a désarmé la gendarmerie tchèque et retiré l'armée. Le soulèvement est déchaîné. Le monde va vivre un drame sans pareil. Et nous allons arriver investis de notre bon droit. Par la suite, pendant ce temps, les manifestations révolutionnaires se multiplient dans ce pays. J'interdis les derniers journaux tchèques en Allemagne. Je ne veux plus avoir cette ordure chez nous. Par la suite, communication avec l'Obersalzberg. L'entretien Hitler-Chamberlain s'est déroulé de façon très positive. Tous les sujets de crise ont été abordés. Le Führer a fait des propositions claires. Chamberlain va consulter à Londres, puis il y aura une nouvelle entrevue, vraisemblablement à Godesberg, avec la participation éventuelle de Daladier. Dans tous les cas, rien n'est encore joué. Entre-temps, nous renforçons la pression sur Prague par les journaux. Comme c'est un peu plus calme, les Tchèques commettent de nouveaux excès, comme on pouvait s'y attendre. Décision: en cas de guerre, les appareils radio seront plombés. Nos émetteurs pour la propagande à destination de l'étranger seront disponibles et pourront travailler de façon très ciblée. Je fais activer sur ce point les préparatifs nécessaires. J'exige aussi catégoriquement d'avoir la responsabilité de la radiodiffusion par fil. Monsieur von Guinan, notre attaché à Washington, rend compte de la situation aux États-Unis. Notre position est sans espoir. L'Amérique est presque totalement anti-allemande. C'est le résultat du travail des Juifs. Poursuite de la terreur tchèque. Cela s'aggrave sans fin. Des flots entiers de réfugiés franchissent la frontière allemande. Et Prague interdit à présent le service de sécurité des Allemands des Sudètes. Il va s'ensuivre un véritable chaos. Par la suite, Heinlein publie un appel à la formation d'un corps franc d'Allemands des Sudètes. Il est très maladroitement rédigé. Je le retravaille entièrement avec le Führer. Il suscite une grande attention dans l'opinion publique. Heinlein ne se montre ni très courageux ni très intelligent. Il lui manque notre longue formation. Par la suite, Prague résiste encore toute la nuit, mais la pression de Londres et de Paris se fait de plus en plus forte. Les journaux des 2 capitales traitent déjà Prague comme de la merde. C'est la solidarité bien connue des démocraties. Elle ne vaut pas un pet de lapin. Mais nous l'avons toujours prédit, Prague paye maintenant la note de sa politique d'hypocrisie. Et nous célébrons un triomphe exceptionnel. Au matin, Prague fait part à Londres de son acceptation sans condition des propositions londoniennes. Maintenant, c'est à nous de jouer. Elles doivent être étendues aussi loin que possible. Le Führer a sa carte d'Europe centrale toute prête. Il la mettra sur la table de Godesberg. La Hongrie et la Pologne se remuent, expriment de très fortes revendications à Londres et à Paris. Conséquence logique des entretiens à l'Obersalzberg. Le corps franc des Allemands des Sudètes tente de sa propre initiative des coups de main qui sont plus nuisibles qu'utiles. Il doit être rappelé à l'ordre. Nous publions en gros titres les nouvelles d'alarme et de panique en provenance de Prague. Puis, nous prêtons main forte aux revendications des Hongrois et des Polonais. Ils se démènent à présent, après les injections reçues à l'Obersalzberg. Il était plus que temps. Par la suite, pour ce qui est de la garantie, le Führer ne l'admet que si les États voisins y coopèrent, c'est-à-dire la Pologne et la Hongrie. Or, cela leur est impossible si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Si la Pologne intervient militairement, et elle le désire, à en juger d'après les apparences et les promesses, l'Allemagne en fait autant. Du coup, c'est la solution radicale qui sera réalisée. La Hongrie se comporte lâchement, elle s'en sortira mal par la négociation. Pour la Slovaquie,
le Führer compte bien lui accorder plus tard une large autonomie, mais pas aux Tchèques. Environ 1 million d'éléments de valeur seront alors assimilés. Les autres devront être peu à peu chassés. Par la suite, Himmler se plaint amèrement de Heinen, qui ne se comporte pas très courageusement. Aux grandes dames de Heinen, le corps franc est tombé sous la coupe de la SA. Par la suite, l'après-midi est rempli d'une attente paralysante. Question cruciale, les troupes allemandes doivent-elles se porter en avant? Et si oui, jusque où? Berne me décrit la situation à Prague. Là se prépare apparemment quelque chose. Tout devient plus clair dans la soirée. L'Angleterre refuserait la pénétration des troupes allemandes. Cela aurait des allures de coup de force. C'est un point de vue, mais le Führer reste ferme. Pendant ce temps, l'atmosphère de panique se répand à Londres et à Paris. On se fait conciliant, mais cela ne prend pas avec nous. Notre mobilisation suit son cours et devient maintenant visible, même aux yeux du monde. On croit que c'est une provocation pour la circonstance, mais à Prague, on commence à avoir peur. On pense qu'une invasion est imminente. Beneš ordonne la mobilisation générale. C'est le moment le plus dramatique de la journée. Les téléphones se déchaînent, les journaleux, en folie, délirent et parlent déjà de guerre mondiale. Le Führer reste parfaitement calme et détendu. Il passe une nouvelle fois en revue nos exigences dans un mémoire de façon précise, puis Chamberlain arrive pour une dernière entrevue. Le Führer lui remet son mémorandum. Une âpre bataille se livre sur les points de détail. Elle devient si vive que Chamberlain veut soudain se lever et partir. Il a fait son devoir, dit-il, c'est sans issue. Il se lave les mains de toute responsabilité. Mais cette minute critique est pourtant dépassée. Le Führer y contribue en acceptant de modifier un peu les termes du mémorandum. Les Tchèques ont jusqu'au 1er octobre pour évacuer le secteur contesté. Et il ne parle plus d'exigences, mais de propositions. Le reste est identique à la version précédente. Prague vit encore dans une illusion complète. On croit là-bas à une assistance française, russe ou même anglaise. Pauvre sot. Par la suite, un représentant des anciens combattants anglais est venu trouver le Führer. Ils veulent envoyer 10 000 des leurs dans le territoire des Sudètes, comme observateurs et témoins, en quelque sorte. Le Führer ne dit pas non. Mussolini a fait un nouveau discours, plus incisif encore que les précédents. Il nous dit qu'il va préparer son peuple aux échéances prochaines. Et il le fait vraiment et fondamentalement. Il fait aussi dire au Führer qu'il est entièrement avec lui et qu'il admire seulement son infinie patience. Elle est, de fait, admirable. La Pologne se met peu à peu en mouvement. On y travaille aussi avec énergie. Face aux protestations polonaises, les Tchèques ont fait savoir qu'ils voulaient traiter. La temporisation typique de Sieur Beneš. La Hongrie est en revanche plongée dans le sommeil de Blanche-Neige. Le Führer fait même demander si la Hongrie est notre ami ou notre ennemi. Le Führer me fait appeler une nouvelle fois auprès de lui. Roosevelt lui a envoyé un long appel à la paix, avec des phrases banales. Je dois mettre au point une réponse, et qui soit magistrale. Je n'y vais pas par 4 chemins. Le Führer en est très satisfait. Par la suite, au Sport Palace, une ambiance survoltée, mon discours d'ouverture donne déjà le ton. Puis le Führer parle de façon grandiose. Un rapport de haute volée sur la situation, pacifique envers tout le monde, mais ferme et dur contre Prague. Un chef-d'œuvre de psychologie. Il ne manquera pas de faire son effet dans le monde. Les masses exultent. Prague a maintenant le choix. La guerre ou la paix. Himmler se plaint de la Wehrmacht. Le Führer exprime des jugements très sévères contre la vieille génération des généraux sclérosés. Il faudra s'en débarrasser aussitôt que possible. Par la suite, la presse anglaise et française, celle-ci moins, verse dans la panique de guerre la plus folle. Les choses prennent un tour dramatique. La population est remplie d'un profond sentiment de gravité. On sait maintenant que le sprint final a commencé. L'atmosphère alarmiste qui règne dans le monde entier est indescriptible. Je donne à Berne la tâche de la combattre par tous les moyens de la presse et de la radio. Le défilé d'une division motorisée la veille au soir à Berlin a laissé partout
une très profonde impression. Entre parenthèses, les Allemands de Berlin, en voyant cette division motorisée, pensent que c'est le commencement de la guerre et que la division part pour envahir la Tchécoslovaquie, ce qui crée un mouvement de panique dans Berlin. Fin de la parenthèse. Par la suite, François Poncet et Anderson s'annoncent dans le courant de la matinée. Ils arrivent avec de nouvelles propositions. Le secteur doit nous revenir, l'évacuation commencera le 1er octobre et finira le 10. Pas d'entrée de la Wehrmacht, mais de la police. À cet effet, pression sur Prague. Ribbentrop est contre. Il est animé d'une haine aveugle contre l'Angleterre. Göring, Neurath et moi-même sommes pour. Nous n'avons aucune attirance pour la guerre. Mussolini penche aussi pour cette solution dans une lettre adressée au Führer. Il n'y a guère autre chose à faire. On ne peut pas risquer de déclencher une guerre mondiale pour des modalités. J'en parle dans le détail avec Göring, qui est totalement de mon avis et s'en prend durement à Ribbentrop. Je parle ensuite avec le Führer, qui ne doute pas non plus un seul instant qu'il y ait là encore une chance. Puis lui vient l'idée d'une conférence à 4, avec Mussolini, Chamberlain et Daladier, à Munich. En 1 heure, Mussolini donne son accord. Une situation toute nouvelle est créée. Le ciel commence à s'éclaircir un peu. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.